Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les droits LGBT sont-ils le nouveau clivage entre régime démocratique et autoritaire ? Bonjour Éric Marty. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, éditeur des œuvres de Roland Barthes et on peut se demander pourquoi traiter de cette question, les droits LGBT qui sont presque chaque jour au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, au cœur de l'actualité parce que la Russie de Vladimir Poutine veut les inscrire dans la Constitution, le refus donc de certains de ces droits, parce qu'il y a la Coupe du Monde de football au Qatar, parce que les États-Unis, à contrario, veulent inscrire le droit des homosexuels à se marier dans la Constitution. Pourquoi inviter un professeur de littérature pour en parler ? Parce que je trouve depuis qu'il est sorti que votre livre, Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre aux éditions du Seuil, est un ouvrage en tout point remarquable qui permet d'éclairer énormément de questions autour donc des droits des LGBT, mais la manière également dont l'Occident a développé cette pensée. Pourquoi aujourd'hui les droits LGBT ont-ils cette centralité dans le débat contemporain dans tous les pays du monde ? Et cela aussi mérite d'être souligné, Éric Marty. Je crois d'abord que c'est la différence sexuelle qui demeure de manière absolument permanente un objet de conflit, un objet d'angoisse, un objet d'irritation, un objet de rivalité, et que c'est pas seulement une question, si on peut dire, de droit politique ou de droit citoyen. Ça touche à des domaines en tout cas, qui sont des domaines extrêmement sensibles, très profonds, et qui a une histoire. Cette histoire précisément de conflit a une histoire, et elle est donc très longue. Alors, elle prend une actualité absolument brûlante là aujourd'hui. À mon avis, d'abord, elle prend des formes très différentes selon les espaces. Vous avez parlé de la Russie, des États-Unis. On pourrait parler des pays musulmans, par exemple. Ça n'est jamais le même type de conflit. Et d'ailleurs, même au sein des espaces qui sont apparemment apaisés comme l'Europe, il y a des points de conflit, en Hongrie, par exemple. Et la victoire apparente, ou en tout cas le caractère assez pacifié de cette question, par exemple en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, il me semble, reste fragile. Il n'est pas du tout dit que la possibilité précisément d'inscrire ces droits de manière durable puisse être suffisante pour apaiser la situation, et on ne peut pas du tout ne pas prendre en compte la possibilité d'un même conflit en Europe, conflit tel qu'il se déroule actuellement aux États-Unis, en Russie et ailleurs. Donc, je crois que l'opposition, alors démocratie, pays autoritaire, elle est fragile, puisque les États-Unis sont précisément un pays démocratique et néanmoins le lieu d'une violence absolument incroyable, qui n'est pas seulement d'ailleurs du côté, je dirais, réactionnaire. Il y a aussi, on le sait, dans les campus américains, dans l'université, des manifestations d'intolérance très fortes venant, je dirais, du mouvement LGBT, et y compris, d'ailleurs, il y a d'autres formes d'intolérance qui sont très très larges aux États-Unis, qui dépassent même la question LGBT. Donc, il faudrait voir la culture de chaque pays pour comprendre exactement ce qui se passe. Mais je crois que la vraie question, c'est une question qui est donc pas du tout superficielle, ou qui est une question, je dirais, d'actualité seulement. C'est une question presque éternelle de la question donc, de la différence sexuelle qui redevient un objet de discorde, et un objet de discorde parce qu'un objet d'angoisse collectif. Donc voilà, c'est me semble-t-il, une réponse en tout cas assez large, assez généraliste. Première réponse que je pourrais faire à cette question. Mais alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette situation, parce qu'on nous a appris dans les livres de philosophie, en histoire de la philosophie, Éric Marty, que la modernité, c'était ce moment où Kant, par exemple, parlait d'une indifférence à l'égard du choix de chacun pour une bonne vie. Les formes substantielles du bien, dit Kant, sont des formes qui n'intéressent que les individus. Pourquoi la question des droits LGBT, qui finalement sont des droits individuels, qui sont saisis par ceux qui veulent les saisir, et les autres n'ont pas finalement à être
pénalisés par les droits dont bénéficient certains. Pourquoi cette question-là est-elle devenue aussi brûlante? Alors si vous ne retenez pas la fracture entre pays démocratiques et non démocratiques, est-ce que par exemple c'est une fracture entre les modernes et les anti-modernes, Éric Marty? Alors, en effet, d'abord, je ne retiens pas en effet forcément la fracture pays démocratique, pays autoritaire, pour les raisons que j'ai dites, hein, à savoir le contre-exemple des États-Unis, mais aussi les contre-exemples locaux, parce que cette question, elle est vécue à un niveau, je dirais, planétaire, comme vous l'avez dit, mais elle est aussi vécue de manière très locale, très individuelle, justement, très, très, très concrète, dans le détail même de la vie quotidienne. Donc, une lecture uniforme, ou une lecture homogène de la question est très difficile. Alors, il me semble qu'il y a quand même un élément contemporain qui joue un grand rôle, c'est ce qu'on pourrait appeler de manière un peu rapide le phénomène du néolibéralisme. C'est-à-dire que ce qui est frappant, par exemple aux États-Unis, c'est que le courant LGBT est, par exemple, tout à fait soutenu par les grandes entreprises qui en font un élément précisément de gestion de leur propre personnel, qui en font un élément d'image positifs pour leur propre commerce et qui vont dans le sens d'une politique commerciale, économique et gestionnaire, on pourrait dire, des ressources humaines, qui s'inscrit dans le sens précisément du gender fluidity, de la fluidité du genre. Et on pourrait dire qu'à cela s'oppose, au fond, ce qu'on pourrait appeler une économie patriarcale. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, et c'est une petite question que j'aurais abordée, c'est souvent le mouvement LGBT voit dans le patriarcat quelque chose qui leur est hostile. Mais en même temps, la société est fortement dépatriarcalisée et elle autorise, elle produit même des secteurs sociaux, les secteurs politiques qui sont précisément à l'écart de cette position patriarcale. Et on a un président de la République en France qui est très gender fluide, je veux dire, qui incarne précisément cette fluidité du genre et qui est un néolibéral typique. Et à l'opposé, précisément, et qui d'ailleurs a une vision de l'économie, du commerce, des rapports humains. Qu'est-ce que ça veut dire une vision gender fluide? Je dirais d'abord dans sa personnalité, dans sa personnalité même, y compris dans son physique, y compris dans sa propre biographie. Il produit des signes très nombreux de fluidité du genre. Et d'ailleurs, sa masculinité même avait été très vite remise en cause lors de son élection en 2017, et il a, tout au long de sa présidence, multiplié ici ou là des signes précisément d'écart par rapport aux normes, je dirais, patriarcales précisément du genre. Et donc, je crois que par exemple, si on prend le cas des États-Unis, on a effectivement un combat interne à un pays entre, d'un côté, un courant culturel, économique, politique, en gros néolibéral, qui va dans le sens justement de la dédifférenciation des sexes, qui va dans le sens justement d'une autonomie de l'individu, qui va dans le sens du self-making, de la capacité de l'individu à se construire lui-même. Et puis de l'autre, effectivement, une tradition biblique extraordinairement puissante de type patriarcal qui maintient précisément la domination de la masculinité. Mais alors c'est pour ça, parce que je vois bien par exemple pour Donald Trump la manière dont le masculinisme là peut être effectivement tenu comme une position politique qui d'ailleurs n'a jamais fait fortune jusqu'à présent en France. Éric Zemmour a tenté d'aller sur ces terrains-là avec un succès, disons, mesuré, Éric Marty. Parce que c'est une question d'incarnation, là. Il me semble que quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen incarnait parfaitement, précisément, cette position masculiniste et patriarcale, avec la même vulgarité, le même rapport au sexe et à l'obscénité qu'a pu avoir qu'a actuellement Donald Trump. Donc, c'est des questions... il me semble qu'Éric Zemmour était la plus faible incarnation possible pour cette position, je dirais, phallocratique ou patriarcale.
Mais il me semble qu'il y a, ce qui est assez fascinant d'ailleurs, il me semble qu'on a dans le champ du politique, y compris à un niveau de grands pays, des pays immenses, où il y a des enjeux internationaux fondamentaux, ce qui est fascinant, c'est qu'on trouve l'émergence ou la permanence de détails psychologiques, individuels, complètement contingents, du type comme peut apparaître quelqu'un comme Trump. Trump est une figure fascinante parce qu'il émerge avec tout son côté baroque, son côté hétéroclite, son côté, je dirais, irrationnel, au sein de cet univers qui est en principe gouverné par des lois d'économique profonde, des lois politiques très, très, très larges. Donc, c'est ça qui est troublant dans ce dont on parle. C'est le caractère aussi très aléatoire, très particulier que prennent ces phénomènes et qu'on ne peut pas forcément, je dirais, analyser sous des formes massives, sur des positions massives du type moderne, anti-moderne, du type autoritaire, du type démocratique, mais dans une forme d'aléatoire de l'histoire, une forme de contingence, dans une sorte d'histoire qui se décompose, se compose sous des formes imprévisibles et pas forcément guidées par des oppositions aussi massives que celles que vous proposez pour comprendre la situation. Bon alors, je tente autre chose, Éric Marty. C'est d'ailleurs ce que vous développez dans Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre aux éditions du Seuil. On voit que ces droits LGBT, peut-être même d'ailleurs la notion même d'LGBT qui mériterait que vous l'exposiez, eh bien elle obéit à une tradition de pensée qui est d'ailleurs au départ, en tout cas, principalement peuplée de penseurs français. Votre regard justement à cet égard? Alors, dans l'espace précisément français des années 60-70 que j'analyse, puisque mon livre, en fait, c'est la confrontation, en gros, disons, d'un processus culturel européen et français, celui des modernes, Lacan, Barthes, Deleuze, Derrida, tout ça, des années 60-70, et de l'autre, ce qui se passe aux États-Unis à partir des années 90, avec l'émergence de la question du genre et avec Butler. Donc c'est la confrontation de Judith Butler, la philosophe. Voilà, la philosophe américaine qui, en quelque sorte, n'invente pas le concept de genre, mais en tout cas le popularise, lui donne une assise politique, philosophique, culturelle très puissante, et qui donc devient à ce moment-là un point presque hégémonique de questionnement de la sexualité. Alors, quel est le point commun entre ces différents auteurs, de Lacan à Foucault, disons, Éric Marty? Pourquoi vont-ils élaborer une pensée du genre qui relève sinon d'une tradition, en tout cas d'une même problématique dont on voit aujourd'hui l'importance? Alors, je crois qu'eux-mêmes sont à la fois des gens très inventifs, des auteurs très individués et très originaux, et en même temps, ils sont aussi le produit de l'histoire. Et en fait, je pense qu'ils arrivent à une période, années 60, où la question sexuelle est devenue une question collective, une question sociale, une question générale, au travers de tant d'enquêtes sur la sexualité des Français ou des autres, avec les magazines qui ne cessent de parler de la sexualité féminine ou masculine. Ils ont affaire à une société où le sexe est partout. C'est ce que Foucault a appelé le dispositif de sexualité, où le sexe devient et parlé par tout le monde, et parlé de manière... et ces intellectuels-là, qui sont des penseurs, ils ne sont pas des penseurs enfermés dans leur petit bureau, mais ils s'intéressent précisément à la société dans laquelle ils vivent. Et ils ont été confrontés précisément à cette massification de la sexualité, à ce caractère grégaire et stéréotypé de la sexualité, où il n'est question que de performance sexuelle, d'épanouissement individuel, de relations hommes-femmes, etc. Et dans ce monde tellement stéréotypé, eh bien, je pense qu'ils ont voulu introduire une pensée qui soit une pensée du dissensus, de la différence, et dans cette espèce d'actualisation de la différence sexuelle de façon massive par précisément ce discours sur la sexualité, ils introduisent un élément qui vient troubler cette massivité par l'introduction de ce que j'ai appelé le neutre, de ce qu'ils appellent eux aussi le neutre, c'est-à-dire une position qui refuse précisément le paradigme, qui refuse la différence sexuelle comme organisatrice de nos vies, qui refuse au fond une espèce de triomphe de la génitalité comme devant
organiser nos vies quotidiennes, et ils introduisent donc une sorte des délires ou pas d'ailleurs, en tout cas des discours inventifs sur cette question. Mais alors, pourtant, Éric Marty, c'est quand même étonnant de voir que nous vivrions, je mets ça au conditionnel, sous l'empire de Lacan, parce que Lacan, a priori, c'est un auteur qui a une pensée plutôt paradoxale. Il dit des phrases que l'on a du mal à rapprocher de notre vécu. Il dit par exemple, il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que ça signifie, alors même qu'on a plutôt tendance à constater l'inverse? Quel sens donner à ce type d'assertion? Alors si on continue dans ce que je disais, il me semble que cette phrase-là est typiquement une phrase qui va contre le discours contemporain au moment où il parle. Le discours contemporain au moment où il parle, c'est « il n'y a que du rapport sexuel, la sexualité est notre quotidien ». Et la sexologie devient une sorte de pratique individuelle. La petite bourgeoisie française ne cesse de s'interroger sur sa sexualité, sur le nombre de rapports sexuels qu'il a par semaine, sur la réussite de l'orgasme féminin, etc. C'est devenu une sorte de... Et bien, par rapport à ce discours très massif, très répandu, qui est permanent, et on pourrait donner comme sens, il y en a d'autres bien sûr, mais on pourrait donner aussi comme sens à cette phrase « il n'y a pas de rapport sexuel », quelque chose qui vient briser précisément le discours courant, comme il l'appelle, le discours dominant sur l'omnipotence de la sexualité. Au fond, en disant « il n'y a pas de rapport sexuel », Lacan dit aussi « eh bien non, c'est pas grand-chose la sexualité ». Et en tout cas, nos vies ne sont pas forcément orientées, organisées autour de cette génitalité impérieuse que la société impose par les médias, par toutes sortes de réseaux, médecine, etc., etc. Autre exemple, Michel Foucault est philosophe important selon vous dans cette tradition. Là aussi, on est plutôt dans une exploration de la sexualité des marges, notamment dans l'exploration du BDSM. Pourquoi est-ce aussi important, Éric Marty, dans cette tradition? Alors, Foucault est un cas un peu particulier parce qu'il a en fait deux discours. Il a un premier discours qui est celui de son grand livre « La volonté de savoir », qui est paru en 1976, où il dit en gros « Non, il n'y a pas de répression de la sexualité. C'est un mythe au fond, un mythe d'intellectuel. En réalité, l'Occident a inventé la sexualité. L'Occident n'a fait que, précisément, n'a fait que parler de sexualité, et c'est bien ça la question. » Ça, c'est le premier discours. Et puis, une fois qu'il a dit ça, une fois donc qu'il a en quelque sorte rabattu le caquet de ceux qui ne cessent de clamer à la libération sexuelle, eh bien, il va tenir un discours, cette fois-ci personnel, sur sa propre sexualité, autour du ce qu'elle appelle le SM, le sadomasochisme, mais qui est une façon, au fond, là encore, de désexualiser le monde, c'est-à-dire de se couper et de rompre avec le discours dominant sur la sexualité, le discours précisément qui fait du génital, qui fait de la différence sexuelle la plus massive, à savoir d'un côté le pénis, de l'autre le vagin, qui fait de cette différence sexuelle quelque chose qui est au fond secondaire et qui propose un autre corps, un corps différent de celui que l'Occident veut créer et veut imposer. Bon, on voit bien le paradoxe qui est au cœur de votre livre, notamment Le sexe des modernes, publié aux éditions du Seuil, Éric Marty, mais qui est aussi probablement au cœur de notre réalité. Comment une série de penseurs qui ont contribué finalement à désexualiser le monde ont contribué aujourd'hui, par une sorte d'ironie de la chose, à placer la sexualité au cœur du clivage. Et alors, il va y avoir un suspense, parce qu'on va se retrouver dans une vingtaine de minutes, et ce sera seulement dans une vingtaine de minutes que vous nous expliquerez comment on est arrivé à ce retournement. Il est 8h sur France Culture. – 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Éric Marty, je vous ai invité parce que votre livre « Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre » aux éditions du Seuil me paraît remarquable. Il retrace une filiation théorique et pour une fois, et sans même que l'on soit obsédé par les sciences humaines, on peut dire qu'on a affaire à de la théorie dans le politique, autrement dit une suite de penseurs, bien souvent qualifiés de penseurs français, French theory, dit-on parfois, qui vont, disons, de Lacan à Foucault et qui constituent une pensée de la sexualité, parfois, disiez-vous tout à l'heure, pour désexualiser ce phénomène, pour relativiser la place de la sexualité. Eh bien, ces penseurs
ont abouti à une pensée de la question LGBT par le truchement d'une penseuse américaine, Judith Butler. Si vous pouvez nous présenter en quelques mots cette penseuse et nous dire pourquoi celle-ci qui parle français, qui lit le français en tout cas, eh bien, a réélaboré ces différents penseurs. Alors la chronique qu'on vient d'entendre en dit long sur l'ambivalence des rapports France-États-Unis. Et je crois on la retrouve dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la théorie. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'on a affaire, dans le phénomène LGBT, à l'intrusion du théorique dans le politique ou dans le culturel, qui a vraiment eu une théorisation de nos comportements. Et je crois que la sexualité est un objet privilégié de théorie, parce que la sexualité, c'est pour la question du savoir. Le sexe est une sorte d'énigme qui nous est posée constamment et nous incite constamment aussi à répondre en essayant de comprendre et en désirant savoir. C'est ce que Foucault a appelé la volonté de savoir. Alors, Butler, elle est professeure à Berkeley. Elle l'est toujours, je crois. Elle est en fait professeure de rhétorique à Berkeley. Elle n'est pas philosophe. Et la rhétorique est une arme fondamentale précisément dans l'appropriation, dans le détournement ou dans le rapport précisément au savoir et au savoir précisément européen et français. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc Trouble dans le genre, qui est son premier livre fondamental et qui fonde, je dirais, le courant LGBT dans une dimension nouvelle, paraît en 90. Et en effet, il a un rapport très, très brûlant à la pensée française, rapport brûlant et ambivalent. Rapport brûlant parce que, au fond, la bonne nouvelle est venue d'Europe. La bonne nouvelle est venue de France. La bonne nouvelle, c'est précisément la possibilité de tenir un discours sur le sexe qui ne soit pas pris dans les conformisme, dans les stéréotypes. Il y a en effet une inventivité, une sorte de génie propre, disons, aux théoriciens français qui les rend fascinants, attractifs et qui en fait le support de cette bonne nouvelle. Donc voilà, c'est là dont elle s'empare. Et la bonne nouvelle, on pourrait la résumer sur un point. Vous disiez que Lacan n'était pas forcément lisible, mais en tout cas, elle reprend une thèse de Lacan qui va être fondamentale pour la pensée LGBT, c'est que le phallus, ce n'est pas le pénis, que le phallus, c'est une fonction symbolique et que donc, elle n'est pas forcément liée au biologique, au corps, en tant qu'il est incarné par un sexe génital. Le phallus, c'est quelque chose qui peut précisément être manipulé, déplacé, construit, et donc peut être, en effet, le phallus n'est plus cette espèce d'élément dominant, transcendant, venu de nulle part. Non, c'est un objet symbolique qui est donc déplaçable. Et c'est pas par hasard si après, par exemple, Butler parlera de phallus lesbien, montrant par là comment, en effet, le phallus, comme instance chez Lacan de la loi, du père, tout ça, en fait est appropriable et déformable et défigurable et peut devenir précisément ce phallus lesbien qui devient à ce moment-là un élément d'émancipation dans les rapports. Donc voilà un exemple, si vous voulez, de ce que fait Butler par rapport, je dirais, à la théorie française. C'est un travail d'adaptation, d'appropriation, de déformation, et elle l'investit de nouveaux sens. Donc cette bonne nouvelle, en quelque sorte européenne, elle devient une bonne nouvelle américaine. Et il n'y a pas meilleure façon de le montrer que quand Butler dit, dans sa préface à Trouble dans le genre, au fond, la French Theory est en fait une invention américaine. Ce qui montre bien le renversement des rapports d'exportation et d'importation dont parlaient tout à l'heure nos chroniqueurs sur les rapports économiques. Il y a réellement, évidemment, l'exportation l'importation de la pensée française devient une exportation américaine dans un rapport commercial de la pensée. Et c'est tout à fait fascinant de constater cela. Ce qui veut dire que, donc, si on suit Butler et l'exégèse que vous en faites, Éric Marty, l'identité sexuelle n'est pas le genre. Et justement, ce mot genre, il pose problème parce qu'on le comprend très bien en français, mais est-ce que genre et gender, c'est la même chose ? Le gender vient du français. Hein, gender vient du mot gendre, enfin en français du mot médiéval, et donc est adapté par le... comme gay vient du français, comme beaucoup de mots viennent du français, comme beaucoup de mots, bizarrement, de ce vocabulaire LGBT viennent du français, et adaptés. Oui, le mot. Alors, ce qui est troublant, c'est que le mot genre,
en français, n'était pas spécialement désigné pour parler de cette question-là. Et le retour du mot gender d'Amérique vers la France, vers l'Europe, disons, a renouvelé le sens du mot genre et il lui a donné un sens tout à fait nouveau qui en fait ce que j'ai appelé insignifiant, c'est-à-dire un terme qui devient dominant, qui perd presque son sens antérieur et qui, en quelque sorte, devient le mot qui divise, auquel on se rallie ou qu'on rejette selon les camps. Et en effet, le mot gender, comme le mot trans maintenant, a une fonction de fascination, presque de mots fétiches, qui prend une place énorme par rapport au sens que le mot avait antérieurement. Alors justement, il y a aujourd'hui deux questions qui se posent. Une question LGBT, on le voit donc à l'échelle du monde entier, avec la question de la Coupe du Monde au Qatar, avec le refus des droits LGBT en Russie. Il y aurait une multitude d'autres illustrations. Ça, c'est pour ce qui concerne donc les droits des gays et lesbiens. Et puis, à l'intérieur de nos sociétés françaises, peut-être plus encore la société américaine, il y a une autre question qui se pose, la question trans, qui elle aussi est une question qui divise, qui peut même parfois hystériser. J'ai dit hier que Caroline Eliachev et Céline Masson avaient été interdites, par exemple, de conférences suite à un livre qu'elles avaient publié, La fabrique de l'enfant transgenre. Éric Marty, est-ce que ces deux questions sont les mêmes, la question LGBT et la question trans? Alors, ce qui est très intéressant, c'est précisément l'acronyme LGBT. Donc, lesbienne, gay, bi, trans. Alors, ce qui est frappant, c'est que les trois premières lettres LGB concernent des pratiques sexuelles. On est gay, lesbien ou bi. T, trans, ne définit pas une position sexuelle, ne définit pas une sexualité, elle définit une identité. Donc, dans l'acronyme LGBT, il y a une lettre qui n'est pas cohérente avec les autres, qui fait exception, qui n'est pas dans la même suite logique. LGB correspond en effet à des orientations sexuelles. T, non. T correspond à des identités de sexe. Et donc, on voit tout de suite le problème qui se pose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence logique dans l'acronyme LGBT. Il y a un T qui vient à la fin et qui est en rupture logique par rapport aux lettres qui précèdent. Et je crois que c'est tout à fait typique des problèmes. Et on l'a vu avec Butler. Ce qui est frappant, c'est que Butler donc invente la notion de genre. Elle fait du genre une notion universelle qui doit redéfinir le sexe et notre rapport au sexe. Sauf que cette notion de genre, au fond, elle n'est pas capable, elle n'est pas en mesure de l'associer au phénomène trans. Par exemple, elle parle constamment de transsexualisme, ou de transsexuel, jamais de transgenre. C'est-à-dire que son livre tourne dans le genre, qui est censé donc ouvrir la notion de genre à devenir une notion universelle qui va tout expliquer. Eh bien, cette notion de genre, elle n'admet pas le phénomène trans, puisque il n'est jamais question dans ce livre, et dans plusieurs livres à la suite, de transgenre, qui aurait montré au fond que la notion de genre pouvait expliquer le phénomène trans. Elle demeure, le terme trans est toujours associé au vieux mot, au mot ancien, qui est celui de sexe, et elle ne parle que de transsexualité, de transsexualisme, de transsexuel. Donc c'est une question qui est très troublante. Autre exemple qui vraiment m'a beaucoup troublé, c'est précisément, par exemple, d'apprendre qu'en Iran, l'homosexualité, donc gay, lesbienne, bi, peuvent être condamnés à mort. Eh bien, qu'il y a eu une fatwa de l'imam Khomeini lors de son retour en Iran, autorisant les opérations trans, permettant donc aux hommes de devenir des femmes et aux femmes éventuellement de devenir des hommes. Je ne sais pas si c'est complètement vrai dans les deux sens, mais en tout cas, on dit, et c'est peut-être un petit peu exagéré, que l'Iran est un paradis pour les trans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au fond, le transsexualisme, le transgendrisme, est aussi une manière de refouler l'homosexualité. C'est pas seulement ça, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que la question est vraiment très compliquée et très disparate et très hétérogène. En Iran, ou dans les pays musulmans, ou dans les pays très patriarcaux, eh bien, il y a une telle haine de l'homosexualité
que pour la vivre, il faut se faire opérer, il faut devenir trans. Et que la transsexualité ou le fait d'être trans est une manière de vivre l'homosexualité de manière légitime, de manière normée. Voilà. Et donc on arrive à des paradoxes tout à fait invraisemblables. C'est-à-dire qu'en réalité, plus le pouvoir est patriarcal, plus le phénomène trans serait protégé. En tout cas, alors je ne vais pas du tout dire ça comme une vérité universelle, mais c'est vrai dans certaines conditions, dans certaines situations, dans certaines... Voilà. Et autre exemple, c'est, on apprend qu'il y a eu à peu près 400 morts, 400 assassinats de trans en 2021. Sur ces 400, alors je dis un chiffre un peu global, c'est 300 et quelques... Là-dessus, la plupart des morts, des assassinats, ont lieu en Amérique latine. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en Amérique latine, la pression patriarcale est tellement forte que là aussi, pour vivre l'homosexualité, les jeunes garçons qui vont se prostituer, parce que ce sont des prostituées qui sont assassinées, sont obligés de devenir trans pour pouvoir vivre, pour pouvoir se prostituer même, parce que le client refoule son homosexualité et donc n'acceptera de coucher avec un garçon que s'il est trans, que s'il est... voilà. Donc on a une situation quand même très complexe où on voit bien qu'il n'y a pas d'harmonie réelle entre LGB et T. Autre question, autre paradoxe, en tout cas apparent, que je vais vous demander d'éclairer, Éric Marty, le fait qu'on a tendance à considérer que ce que l'on a appelé à tort, à raison, les théories du genre, contribuait à dire que le sexe était un construit social, qu'il y avait une construction sociale, alors que dans la question trans, il s'agirait plutôt, je vous pose la question, de dire qu'il y a un sexe véritable qui est parfois dans une situation dysphorique par rapport au sexe apparent. Donc d'un côté, on a une construction sociale, de l'autre, on aurait affaire à une essence. Comment s'y retrouver là-dedans? Quelle cohérence à ces théories qui, a priori, participeraient du même phénomène, Éric Marty? Voilà, et donc ça montre bien qu'elles ne participent pas du même phénomène, même si elles sont dans une contiguïté historique. C'est-à-dire que le phénomène trans est héritier sur le plan, je dirais, du phénomène historique du mouvement LGBT, mais il y a en même temps une discordance sur le plan de la pensée, sur le plan du contenu, et que vous venez très bien de montrer. Alors, on retrouve là la question que Foucault avait appelée la question du vrai sexe, c'est-à-dire la crédulité, l'illusion qu'il y aurait un vrai sexe, et qui est qu'on retrouve dans beaucoup d'enquêtes sur les trans, avec l'idée, voilà, je suis un garçon dans un corps de fille, ou je suis une fille dans un corps de garçon. L'exemple le plus frappant, c'est le documentaire de Sébastien Lifshitz qui s'appelle Petite fille, où l'enfant, Sacha, un petit garçon qui est trans, qui est en fait une fille, ne cesse de dire « je suis une fille dans un corps de garçon, j'ai le mauvais corps », mais comme s'il y avait en effet une essence de la féminité que dans son intériorité, l'enfant contenait, et qu'il avait une apparence contraire. Donc on retrouve les vieilles notions de l'apparence et de l'intérieur, de l'existence et de l'essence, enfin tous les vieux schémas, en fait, sont réhabilités, pas partout, mais en tout cas dans une certaine sphère du phénomène trans. Et on a donc ce phénomène qui est très troublant, et qui explique d'ailleurs cette scène que je raconte dans le livre où... dans le sexe des modernes. Oui, des modernes, où Butler assiste à une sorte de meeting ou de rencontre trans, et l'une des participantes, qui est une femme trans, c'est-à-dire un homme devenu femme, crie « Fuck you, Butler ». Pourquoi « Fuck you, Butler » ? Parce que pour elle, eh bien Butler est négative parce qu'elle ne veut pas précisément donner une vraie définition de la femme. Or, elle, en tant qu'homme devenu femme, elle tient précisément à ce qu'il y ait une définition essentielle, substantielle et forte, idéale de la femme. Et le trouble dans le genre a tout cassé. Et donc, il y a en fait un conflit très profond à l'intérieur même du mouvement LGBT, alors qui est plus ou moins masqué, plus ou moins parce qu'il y a des stratégies politiques qui font qu'on ne veut pas forcément que cette discordance apparaisse au grand jour, mais il y a en effet des oppositions. Mais alors, on peut imaginer que la violence liée à certains de ces débats, puisque la question par exemple des toilettes neutres aux États-Unis
est une question parfaitement politique, on peut imaginer que la violence de ces débats, Éric Marty, est liée au fait que la théorie n'est pas homogène, elle n'est pas cohérente, et donc elle travaille finalement à l'intérieur de ces mouvements mêmes. Oui, c'est ça qui est assez beau d'ailleurs, enfin assez beau, je veux dire, c'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'au fond, on tend toujours à faire de l'histoire des peuples, des cultures, des phénomènes rationnels qui se succèdent et qui sont tous homogènes, et là on assiste, je dirais, in vivo à un phénomène en effet d'incohérence, de conflit, d'hétérogénéité, qui est masqué par des discours, mais qui en réalité ne cesse de faire retour, qui est refoulé, mais qui ne cesse de faire retour sous les formes de la violence. Et je crois que la violence que l'on constate aujourd'hui dans le phénomène du transactivisme, je ne parle pas des trans eux-mêmes, que c'est très compliqué, en tant que population trans, au fond c'est très compliqué de la définir, mais en tout cas le transactivisme, lui, est très définissable, et cette violence, elle est à mon avis une violence liée précisément à toutes ces discordances, à toutes ces contradictions et au caractère hétérogène du phénomène. Au fond, par exemple, est-ce qu'un trans M2F, c'est-à-dire un homme qui devient une femme, ou un trans F2M, le contraire, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'au fond, le mécanisme de transition d'un sexe à l'autre est le même dans le sens masculin vers le féminin que féminin vers le masculin? Je crois que ça n'a pas du tout la même valeur, je crois que ce n'est pas la même démarche, je crois que ça ne pose pas les mêmes questions. Or, le mouvement trans, le transactivisme, lui, tend à homogénéiser, à synthétiser et à faire du mot trans une sorte de signal sonore auquel on devrait tous obtempérer et qui devrait nous faire tous nous taire, et qui donc refuse au fond l'interprétation. Et juste un petit point là-dessus, parce que ça me paraît très important, pour ce film Petite fille, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc ce petit garçon, Sacha, il est malmené, forcément, il veut devenir une petite fille, donc elle a des problèmes avec l'école, avec tout ça, et donc sa mère l'emmène voir une pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré, et la pédopsychiatre, eh bien, lui dit, de manière très, très à l'aise, sans problème, voilà, votre fille, puisque c'est une fille en fait, vit une dysphorie de genre, vous n'y êtes pour rien, dit la pédopsychiatre à la mère, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, au fond, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir, le mot trans, le phénomène trans suffit à colmater tout questionnement, toute fissure, toute incertitude. C'est comme ça. Et donc, il faut obtempérer. Et l'enfant qui a 7 ans, quand même, va être emmené et envoyé chez les services d'endocrinologie pour être traité. Bloqueur de puberté, hormones, etc. Il y a quelque chose de très troublant là-dedans, je dirais que la violence du transactivisme. J'insiste bien sur transactivisme et pas trans. La violence du transactivisme est liée, à mon avis, en partie, non pas du tout à un refus de la norme, parce qu'eux-mêmes sont très normatifs. Il y a les cisgenres d'un côté et puis les trans de l'autre. Il y a les pré-op, les post-op, c'est-à-dire ceux qui sont avant l'opération, ceux qui sont après l'opération. Il y a toute une nomenclature extrêmement normative, donc la norme n'est pas forcément le problème. C'est un refus de l'interprétation. Un refus d'être interprété, un refus d'interroger le phénomène trans, un refus d'interroger la transition comme processus, et ces refus du questionnement, me semble-t-il, c'est là d'où vient, et d'ailleurs la violence du transactivisme, elle n'est pas dirigée contre les grandes entreprises qui seraient éventuellement transphobes, non, elle est dirigée vers les psychanalystes, vers les intellectuels, vers ceux qui tentent d'analyser sans aucune hostilité le phénomène trans, parce que ce qui est pour eux l'agression suprême, c'est qu'on puisse interpréter leur situation comme un désir, et donc comme quelque chose qui peut être trouble, qui peut être réversible, qui peut être ambigu, qui peut être ambivalent. Non, il faut qu'elle soit un phénomène absolument unitaire, un bloc indécomposable de l'être trans, et non pas précisément un phénomène qui serait un processus compliqué et qui a sa part d'énigme. Et là, je crois qu'on a peut-être une part d'explication de cette violence, de cette agressivité, et surtout de ce refus de savoir, qui est encouragé, par exemple, par cette pédopsychiatre qui apparaît dans le film Petite fille, qui dit, voilà, on ne sait pas ce que c'est comme ça, et qui donc ne va pas interroger
comme un psychanalyste l'aurait fait dans les années 80-90, comme un Lacan l'aurait fait, ou comme certains psychanalystes le font encore aujourd'hui, qui ne veut pas interroger précisément, par exemple, la mère. Est-ce que le film commence par la mère qui dit, voilà, quand j'étais enceinte de Sacha, j'avais voulu à toute force avoir une petite fille. Cet énoncé-là, il pose quand même question par rapport au désir de Sacha d'être une fille, ou plutôt pas du désir, de l'affirmation de Sacha qu'il est une fille. Tout cela précisément est écarté, est exclu de toute interrogation parce que le phénomène trans, encore une fois, dans la logique transactiviste, est un phénomène qui est un phénomène, je dirais, ininterrogeable. C'est le pur performatif. Je suis une fille. Eh bien, le « je suis une fille » devient un fait, devient en effet qu'il est une fille. Et donc, dans le système de la performativité que Butler a précisément construit et conçu, eh bien, il y a une efficacité absolue de l'énoncé qui le rend ininterrogeable. Et on a un conflit, en fait, entre performativité et interprétation. Nous, Européens, Français, on était dans le monde de l'interprétation, et donc les énoncés sont complètement friables, ambigus, interrogeables. Eh bien, le performatif et la performativité, elle, est un mouvement qui est anti-interprétatif et qui va dans le sens justement d'une affirmation, absolue et qui n'est pas interrogée. Éric Marty, merci pour ces éclaircissements sur la question LGBT et la question trans. On retrouve vos analyses dans Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre aux éditions du Seuil. Comme les auditeurs l'ont compris, c'est un livre dont j'encourage la lecture pour saisir effectivement ces débats contemporains, leur complexité, mais aussi l'unité des phénomènes auxquels on a affaire. Dans quelques instants, nous retrouvons le point sur l'actualité, le 8h45.